à ce rendez-vous de l'information sur Esaü TV, le sommaire. La maison des jeunes de Dekungbe, autrefois fréquentée, est aujourd'hui un site abandonné et plein d'ordures. Une situation qui désole la population locale et le chef quartier. La grossesse en milieu scolaire est un phénomène qui pleure au Bénin. Un fait contre lequel lutte le ministère de l'enseignement secondaire et le gouvernement. Les citoyens ne sont pas indifférents à ce phénomène. Pour faire ressortir leur beauté, jeunes filles et dames adoptent de plus en plus les tissages synthétiques et naturels, des articles dont les prix varient selon la qualité. Des herbes, des petites bestioles, de l'eau stagnante, un bâtiment en décrépitude, voilà l'aspect que présente la Maison des Jeunes de Dekungbe. Un centre de loisirs qui, dans un passé encore récent, faisait la fierté des populations et aujourd'hui est envahi par de grandes herbes. Ces herbes résistent même aux produits chimiques. Une situation qui dépasse le délégué chef quartier de Dekungbe qui nous a confié les démarches entreprises en vain. On l'écoute. Des prédécesseurs, beaucoup de chefs quartiers qui ont passé ici. Avant, c'était même pas entouré, clôturé. Et c'est la mairie qui a pris en charge et on a fait la clôture. Bon, après, nous nous sommes installés le 13 novembre 2015. À notre arrivée, bon, je croyais que si on met les produits dans les herbes là, que ça va disparaître. Ça n'a pas été le cas. C'est moi-même qui a financé. Et on a acheté 3 qualités de produits. On a mis ça dedans. Ça a voulu prendre, mais quand la pluie commence à tomber dedans, je peux dire que là, c'est une descente même. Et si ce n'est pas le sable qu'on a mis à la devanture là, on serait dans l'eau déjà. Vous savez, tous les conseillers de la mairie sont concernés. Et ils ont décidé qu'on va chercher des sponsors ou bien la mairie même va s'occuper de ça pour faire des boutiques tout autour de la longueur. C'est pourquoi on n'a pas accepté que les gens viennent demander à rester à la devanture. On a dit non, que c'est réservé pour quelque chose. Le jeudi 7 juin 2018 dernier, le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Kakpo Marion, a procédé au lancement de l'expérimentation des outils d'enseignement et d'apprentissage relatifs à l'éducation, à la santé sexuelle en milieu scolaire au Bénin. Au cours de cette rencontre, le ministre a mis en garde les enseignants et apprenants auteurs de grossesse en milieu scolaire. Le collège d'enseignement général Segbeya de Cotonou a servi de cadre à cette rencontre qui était donc le point de départ de cette lutte légitime vu le taux des grossesses en milieu scolaire recensé cette année. Face à cette initiative, la population se prononce. Les grossesses non désirées dans nos milieux scolaires, c'est d'abord dû à l'éducation reçue par les enfants à la maison. Je crois que une fille bien éduquée ne peut jamais facilement céder à un homme, pour entretenir un rapport sexuel afin de tomber involontairement enceinte. Bon, l'autre chose aussi, il y a parfois les grèves qui surviennent au cours de l'année. Et les enfants sortent de la maison faisant croire aux parents qu'ils vont réellement au cours. Et finalement, c'est pour aller se retrouver dans les vents chez des amis et faire du n'importe quoi et finalement tomber également enceinte. Dio vile na doni nous e no soya zomeyo nous le di jedia e no donu odo fi bono kan tie bono do an na san do dame nous ne le mi akenklen doni be na de ko do ton e na yon vu ya no vo din ku gbogbo son je se so nu e de aje kun pon di o ku me suna ja ko do gbe an do ko ni pon
on mia quelqu'un de nous n'est bon nous n'est anti comme asudo suso et on a no ba me on nous n'est là et de régler ouais bon moi mon que nous sont au fito là le fito déjà so me dire maman sans encore ya et rien mon camarade de classe dans les mots ben a porter dîner et demain et gars bien là ana soutenir que nous sommes que nous les faisons pour le moment c'est le quoi bien autour bon vilain no ara document professeur no la blay modo mini c'est quoi mi ko ni no collaborer ko yena di ba me rapporter edina la ino monter mon doit document vilain. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours du Conseil des ministres de ce 27 juin 2018. Entre autres sujets, le conclave gouvernemental a fait le point des travaux de raccordement électrique des infrastructures de projets d'approvisionnement en eau potable de Glazoué et de Dassazoumé. Les membres du gouvernement sont également revenus sur le système d'alimentation en eau potable à Abomey-Calavi et environ. Des précisions avec le ministre porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki. La situation est cadre d'aujourd'hui dans les collines comme dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Le projet est à sa phase de mise en œuvre. Je voudrais rappeler que la communauté internationale a fixé à l'année 2030 le délai pour que l'accès à l'eau potable pour tous soit une réalité. Et ceci fait partie des objectifs de développement durable. Le gouvernement du Bénin s'est donné pour challenge d'atteindre cet objectif pour l'année 2021. Et donc, il est clair que nous travaillons à faire en sorte qu'à l'horizon 2021, tous les Béninois des 77 communes aient accès à l'eau potable, et ce qui nous ferait donc atteindre cet objectif 9 ans avant le délai fixé par la communauté internationale. Dans les collines, notamment Glazoué et autres, la situation est tout à fait satisfaisante. Les projets sont aujourd'hui en train d'être conduits avec des équipes techniques qualifiées, avec l'adhésion des populations et surtout dans un respect effectif du chronogramme qui avait été défini. La décision qui a été prise par le Conseil des ministres de ce jour va, pour ce qui concerne la commune d'Abomey-Calavi, porter un coup d'accélérateur aux travaux qui, à un moment donné, avaient commencé à connaître un petit ralentissement. Et donc, somme toute, je pourrais dire que pour nous, les délais vont être tenus. Le projet va se faire pour le bonheur de nos populations. Et une fois encore, à l'horizon 2021, le Bénin sera fier de dire que 9 ans avant les délais fixés par la communauté internationale, toutes ces populations ont accès à l'eau potable. L'angine de gorge désigne une inflammation des amygdales et du pharynx qui existe en deux types. Il s'agit de l'angine virale et de l'angine bactérienne. Au Bénin, les débuts d'inflammation sont souvent négligés. Dans la plupart des cas, les patients ont d'habitude recours à l'automédication. Ce que conseille le docteur Médéton Hunkwe, spécialiste en ORL CCF. Quelles sont donc les causes, manifestations et traitements pour ce mal? Suivez les explications du docteur Hunkwe. Les manifestations sont les mêmes, d'accord? Mais l'angine virale est due à un virus, l'angine bactérienne est due à une bactérie, d'accord? Les virus ne se traitent pas par antibiotiques. On fait un traitement symptomatique, c'est-à-dire que le sujet a mal, je lui donne un antidouleur, d'accord? Il fait la fièvre, je lui donne un calmant pour faire baisser la fièvre. Mais quand il s'agit de l'angine bactérienne, quand on parle de bactéries, c'est un germe, il me faut forcément mettre un antibiotique. Mais je le répète encore que sous nos cieux, il est rare, vraiment rare, de recevoir le patient à l'étape de virus, d'angine virale. Souvent, on les reçoit avec plein de pus dans la gorge, donc ça rentre déjà dans le cadre d'une bactérie, et puis on met les antibiotiques. Qu'elles soient virales ou bactériennes, les causes sont là, je les scindrai en deux. Parlons des causes, nous avons les facteurs favorisants et les facteurs déterminants. Quand je vous parle des facteurs déterminants, je parle de virus et de bactéries, donc des germes. Mais parlons des facteurs favorisants, l'un des facteurs favorisants, c'est les conditions climatiques. Quand il fait frais ou quand il fait chaud, en fonction de l'individu. Ensuite, c'est les conditions de vie, la malpropreté, d'accord? Je peux citer en plus le terrain, c'est-à-dire que l'angine qui survient chez un sujet alcoolique
n'a pas la même importance que quand elle survient chez un sujet non alcoolique. Et donc le terrain, le tabac, l'alcool, les sujets immunodéprimés, pas une maladie ou une autre. Quand ils font l'angine, on ne s'attend pas à la même réaction chez un sujet qui est normalement, entre guillemets, sain, mais qui fait une angine, d'accord? Et puis il y a l'âge. Je l'ai dit tantôt, selon que ce soit l'enfant, l'adulte ou le sujet âgé, les manifestations diverses ne sont pas les mêmes. Parlons des germes. Prenons le virus. Le virus, il y a le virus de la grippe qui peut être responsable d'une angine. Et dans ce cas, elle est virale, ça va de soi. Je peux aussi citer le virus respiratoire. Et quand je prends le cas des bactéries, la bactérie la plus incriminée, c'est celle qu'on appelle le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Je le dis parce qu'en fait, dans les complications d'une angine, quand il s'agit d'une angine bactérienne et que cette angine est due à ce germe, maltraitées, les complications sont redoutables. Et on les connaît, elles sont là. Et donc, je ne cite que cette bactérie parce que c'est la plus incriminée. On peut prévenir ce mal déjà par rapport aux enfants en étant à jour, dans les vaccinations, notamment les vaccinations recommandées par le programme élargi de vaccination. J'ai parlé tout à l'heure de certains facteurs favorisants. Oui. Prévenir ce mal revient à les éviter, c'est-à-dire que je me sais allergique, j'évite d'être en contact avec la poussière, d'accord? Je me sais allergique à l'arachide, je l'évite. Et donc, donc éviter déjà les facteurs favorisants et vacciner correctement les enfants. Il y a des complications de l'angine de gorge qui sont graves, d'accord? Une angine de gorge, c'est une affection qui est localisée dans la gorge. Mais les complications sont telles que vous pouvez avoir des complications générales. On peut être amené à faire un rhumatisme articulaire aigu. Ça veut dire que vous avez mal dans toutes vos articulations. Et il y a une inflammation qui s'y ajoute. Et dans cette rhumatisme articulaire aigu, il y a un versant cardiaque. Mais si qu'on va en mourir, c'est un peu trop dit, mais il y a des complications graves. Et un sujet qui n'est pas allé consulter, dès qu'il commence à ressentir des signes généraux, il consulte. Et ici est plus tard, mais je ne pense pas qu'il va en mourir. Il peut à la limite traîner des séquelles. Les antibiotiques seuls, oui, parce qu'ils font le traitement de fond. En mettant une antibiotique, on ne traite pas les signes, on traite la cause, d'accord? Mais après, on va mettre des antalgiques pour lui calmer la douleur. On lui mettra des bains de bouche parce que lorsqu'elle est bactérienne, quand vous regardez au fond de sa gorge, en dehors du fait que l'amygdale est grosse, les amygdales sont grosses, il y a souvent des dépôts blanchâtres qui sont sur les amygdales. Et donc, on leur met des bains de bouche pour décaper un peu ces dépôts blanchâtres. Ça, c'est le premier traitement et connu de tous. Mais il y a des individus qui font des angines à répétition. Il faudrait quand même noter que l'angine devient répétitive lorsque le sujet fait au moins 3 angines l'an. Ou dans les cas d'amygdalite à répétition. Dans ces cas, on est amené à faire un traitement chirurgical, c'est-à-dire qu'on enlève les 2 amygdales, ce qu'on appelle dans notre jargon une amygdalectomie. L'éminent avocat, professeur agrégé Joseph Fifame Diogbenou siège à la table des sages depuis le 7 juin 2018. Élu pour la 6e mandature, il succède au président de la 5e législature, Théodore Olo. Le président du parti Conscience Citoyenne et ex-préfet des départements de l'Ouémé-Plateau, Moukaram Badarou, se prononce sur l'élection et les premières décisions prises par cette institution garante de notre Constitution. L'ensemble des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle qui tous remplissent les conditions qu'il faut, et s'il faut parler précisément de celui qui préside les destinées de cette Cour, M. Joseph Diogbenou, qui est un agrégé des facultés de droit, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Justice et enseignant à l'université. Je pense qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires qu'il faut pour assumer la fonction. Et mieux, c'est qu'il fut un acteur de la société civile et un acteur politique aussi. Pour ceux qui soupçonnent ou qui pensent que le ministre Diogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, serait très proche
du président Patrice Talon, parce que je voudrais bien toucher du doigt tout de suite ce qui crée la crainte et un certain nombre de nos concitoyens. Je pense qu'il peut bien s'apaiser de ce que dès qu'on rentre dans une fonction, on habite la fonction et on travaille en conséquence. Et ce n'est pas une première. Le président François Mitterrand avait nommé, fait envoyer au niveau du Conseil constitutionnel français, M. Roland Dumas, qui fut ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui était un ami personnel du président François Mitterrand. Mais n'empêche que Roland Dumas a fait son travail comme cela se devait. Donc la proximité entre les deux autorités ne doit pas créer assez de crainte, parce que chacun est responsable, chacun est dans son couloir et les principes constitutionnels sont clairs en ce qui concerne la fonction du président de la République, en ce qui concerne la fonction du président de la Cour constitutionnelle. Parce que seul le président de la République désigne, je ne parle pas du gouvernement, seul le président de la République désigne 3 membres de la Cour constitutionnelle. Et le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4. Donc il suffit seulement que un des 4 du bureau de l'Assemblée nationale pâtissent avec le pouvoir pour que tout de suite le président de la République ait la majorité au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais ce faisant, une fois au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est plus une question de président de la République, ce n'est plus une question de gouvernement, ce n'est plus une question d'amitié, ce n'est plus une question politique, mais c'est une question de la République. Et en ce qui concerne les audiences publiques, le contradictoire, qui permet à ce que, il faut avouer que la Cour constitutionnelle est restée jusque-là une institution fermée, une institution hermétiquement fermée, ce qui permet un certain nombre de commentaires qui ne sont pas toujours à l'actif de la Cour constitutionnelle. Mais c'est heureux que tous les membres de la Cour constitutionnelle, que ce soit de Mme Pognon, de Mme Concepcia, père son âme, de M. Robert Dossou, de Holo, ont assumé la fonction avec beaucoup de responsabilité. Mais ce faisant, je pense qu'il faut passer à autre chose, il faut avancer. Et donc cette décision est une bonne décision, parce que ceux qui le veulent, celui qui introduit son recours pourrait bien être là, pourrait apporter quelques contradictions avant que les membres de l'institution ne délibèrent. Et cela vise la transparence. La Cour du président Diogbenou et son équipe ont estimé rigoureusement qu'il faut s'enfermer dans le délai de la loi, et donc la responsabilité de ce qu'on n'a pas installé à temps réel. Le COS de M. Yawedéou, si je puisse m'exprimer ainsi, incombe à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale devrait en assumer l'entière responsabilité de ça, parce que si le COS-LEPI avait été installé dans le temps, c'est qu'en juillet, c'est qu'il devait rendre, en juin, il devait rendre le tablier pour l'installation du nouveau COS-LEPI en juin. Et donc la Cour de Diogbenou a fait ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel pour recadrer les choses en ce qui concerne le délai, et pour éviter à ce que on ne tombe dans une perpétuelle violation du code électoral. Et donc je pense que c'est une bonne décision. C'est dommage pour les tout nouveaux membres qui ne feront que 2 mois, mais ils auront la possibilité de se faire élire, de se faire nommer pour autre chose prochainement. De toute façon, ils sont tous députés à l'Assemblée nationale et ils ont la possibilité de revenir. Ils ont la possibilité de revenir, que ce soit à différents niveaux où ça a été désigné pour le nouveau COS-LEPI. C'est que s'ils le veulent, ils peuvent bien reconduire les mêmes personnalités. Ils peuvent réélire la même personnalité, je vais parler de l'honorable Janvier Yawedéou, mais tout au moins, c'est qu'entre-temps, on aurait corrigé quelque chose, à savoir installer à temps réel et être dans le délai tel que fixé par le code électoral. Passant les dues périodes de la mise en place de ces réformes, de la transition nécessaire pour que les choses rentrent vraiment dans les normes, je pense que notre pays il gagnera beaucoup. Préoccupées par leur apparence physique et le caractère soigné du look qu'elles portent, la plupart des femmes africaines se donnent les moyens nécessaires pour valoriser leur beauté. Avec des tresses ou des mèches naturelles, tout est permis pour révéler sa beauté. À cet effet, suivez ce reportage. La femme africaine, pour se faire belle et aussi mettre en valeur ses cheveux, a très souvent recours au tissage. On voit exposer dans les boutiques et salons de coiffure différents types de tissages. Leur prix varie en fonction de la qualité, naturelle ou synthétique. Beaucoup plus prisés par les femmes, les tissages naturels présentent plus d'avantages que les synthétiques.
Les commerçants de mèches et les coiffeuses ne cessent d'en vanter les mérites. Bon, souvent les femmes préfèrent les tissages naturels parce qu'elles sont plus durables, tandis que les synthétiques piquent. C'est pas plus bon que les naturels. Les naturels sont plus mous et plus jolis à voir que les synthétiques. Les synthétiques contiennent plus de nylon. Il y en a des gens qui aiment tissage naturel parce que ça ne donne pas la chaleur. Il y en a naturel qu'on peut vendre à 7 000, à 10 000, 15 000, jusqu'à 100 000, 150. Les naturels sont plus chers que les synthétiques. On a les naturels de 15 000, on a les naturels de 1 million. Allant dans le même sens que les coiffeuses, les jeunes femmes et jeunes filles habituées à ce genre de tissage estiment qu'ils sont beaucoup plus pratiques et économes que ceux synthétiques. Ils ne se gâtent pas, donnent moins de chaleur et sont réutilisables plusieurs fois. Ils rendent la femme africaine plus belle et lui confèrent une certaine élégance. Oui, ça donne de la valeur. Et aussi, quand c'est ce qui est à la mode, quoi. Naturel à la mode. Et bon, presque la majorité des femmes préfèrent ça. De loin, tu vois quelqu'un qui a fait le tissage naturel, tu le sauras en même temps parce que la qualité est différente. C'est un peu tendre, très lisse et classique. Si tu le mets sur la tête, ça te donne la valeur. Plutôt ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, surtout les femmes, si tu le fais comme ça te donne la valeur. Tu es bien présentable selon et parmi tes collègues et tes confrères. Il est vrai que les tissages font ressortir la beauté de la femme, mais il ne faut cependant pas oublier les inconvénients qui peuvent en découler. Empêchant les cheveux de respirer, ils sont à la base de bon nombre de maladies capillaires, telles l'alopécie ou la calvitie. La grande messe du football mondial a marqué une pause ce vendredi après l'épilogue des matchs de poule hier. Des 32 équipes au départ, il ne reste que 16 qui vont poursuivre l'aventure en Russie. L'Argentine et la France ouvrent le bal des huitièmes de finale demain samedi 30 juin 2018 à 15h heure béninoise. 4 heures plus tard, l'Uruguay rencontre le Portugal pour le premier choc de la phase finale de la 21e édition de la Coupe du Monde 2018. Valère Randinou, l'actuel sélectionneur des écureuils juniors du Bénin, a pris part à la précédente édition au Brésil en tant qu'assistant du feu Stéphane Keshi dans le staff technique du Nigeria. Le consultant de ZAE-TV pour le mondial russe revient sur les qualités de l'homme et souhaite la concrétisation de vœux afin de rendre hommage à son mentor. Surtout la sincérité, et l'honnêteté. C'est quelqu'un, s'il a une idée comme toi, si ça ne va pas, il va te dire. Il ne va jamais parler derrière toi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son boulot. Et du côté discipline, c'est un disciplinaire. La discipline, c'est son point fort. C'est son point fort. Et je crois que, bon, j'ai retenu beaucoup de choses de lui et j'ai compris aujourd'hui que c'est ça qui peut avancer l'homme. Parce que chez toi, dans tout ce que tu fais dans la vie, au boulot, partout, si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas la discipline de soi-même, tu ne peux pas discipliner quelqu'un. Quand tu viens au boulot à 8 h et toi-même tu t'amènes à 8h30 ou à 9h, ça ne peut pas aller. Donc ça, il ne blague pas avec, même avec nous qui sont ses staffs. Quand tu viens en retard, tu as problème. Sur le terrain, au restaurant, partout, dans tout ce qu'on fait, réunions, lui il est déjà là, mais 15 minutes avant, des fois 30 minutes avant. Même pour aller aux entraînements, des fois c'est lui qui est dans le bus avant tout le monde. Comme les gens le disent, il est là-bas, mais il voit tout. Si effectivement il voit tout, bon. Aujourd'hui j'ai travaillé avec lui et
en tant qu'assistant. Aujourd'hui, je viens d'être nommé comme un entraîneur titulaire pour mon pays, l'équipe U20, l'équipe junior de mon pays, l'équipe nationale junior. Je crois que, Dieu va faire et que j'essaie de faire qualifier ce pays pour lui rendre hommage et pour vraiment montrer que j'ai travaillé avec lui et j'ai appris beaucoup de choses de lui. C'est la seule chose que je peux lui faire, et si Dieu le veut. Mais on doit travailler, c'est ça. Je crois que, si on travaille bien, je crois que ça va aller et je vais lui rendre vraiment hommage. Ça va me faire beaucoup plaisir si je peux qualifier mon pays pour la CAN Junior et si possible aller au Niger et gagner la Coupe Junior. Et après ça, on va voir la suite. C'est ça. Et justement, pour atteindre ces objectifs, Valère Rondinou s'est envolé cet après-midi pour Libreville avec ses joueurs dans le cadre d'un match amical. Les écureuils juniors jouent contre leurs homologues, les Panthères du Gabon, en marge du dernier tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans, Niger 2019. La rencontre a lieu dimanche dans la capitale gabonaise. Leurs hôtes, également engagés dans ces éliminatoires, feront le chemin inverse pour une semaine plus tard. Pour mémoire, le Bénin fera face au Ghana le 15 juin prochain. La deuxième édition des internationaux du Bénin de badminton se déroule depuis ce jeudi au Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Aubin Assogba, président de l'instance de gestion de cette discipline, expose les particularités de la compétition. La deuxième édition des internationaux du Bénin qui se déroule actuellement est une compétition de la Fédération internationale qu'on a accordée au Bénin. Et pour nous, c'est quand même une fête que nous devons organiser et permettre à tous ces pays, tous ces athlètes qui viennent des 5 continents de jouer dans un esprit de gaieté, de cœur et de découverte également du Bénin et de toute la diversité que nous avons à travers la culture et le sport. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, quand je prends le Nigeria et le Ghana, vous savez, les compétitions de l'Afrique de l'Ouest ont commencé par prendre un niveau un peu international. Quand nous prenons les internationaux du Cameroun, les prize money c'est 10 000 $, la Côte d'Ivoire a rehaussé sa compétition 10 000 $ également, le Ghana 10 000 $, le Nigeria 15 000 $. Et nous sommes seul pays de l'Afrique de l'Ouest à être encore en Future Series et nous devons nous battre pour aller de l'avant. Alors, ces athlètes ont estimé ou peut-être d'autres ont jugé pas utile donc de venir dans des compétitions où ils n'ont pas d'avantage direct en numéraire. Donc c'est pourquoi ils ont d'autres boycotté les internationaux du Bénin. Mais pour nous, c'est une décision que nous avons prise quand même pour permettre la maturité, le développement de notre sport. Et nous ne regrettons pas. Et nous allons investir énormément d'argent dans la structuration de l'activité. Et vous allez constater d'ici l'année prochaine, les internationaux du Bénin seront une compétition prisée par tous les Occidentaux, que ce soit les joueurs de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie vont venir. Parce que nous allons mettre ce qu'on appelle le matériel nécessaire, recommandé de normes, à savoir les tapis de compétition, de dernière définition. Et nous allons y mettre tout ça là et je pense que ça sera un pari gagné que les gens vont venir sur les internationaux du Bénin et se plaire à jouer sur du vrai. Nous avons 7 pays, on avait au départ une quinzaine de pays qui se sont annoncés et l'Inde n'est pas venue, mais nous avons Jordanie, Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, sans oublier Luxembourg, la Belgique, c'est les pays qui sont venus. Alors pour nous, c'est déjà une satisfaction de compter d'avoir les gens de l'Europe, ces athlètes qui sont venus de l'Europe, et c'est une satisfaction. Mon objectif pour cette compétition, j'attends le Bénin en simple, en demi-finale. Et dans les autres tableaux, je pense qu'on sera en finale et peut-être pourquoi pas remporter des médailles d'or, assez de médailles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à tous.